À l'occasion de cette cérémonie, je souhaite rendre un hommage aux victimes de ces barbaries et je vous invite à respecter une minute de silence. Merci à vous. La transition n'est pas facile. Tout semble si futile, mais nous devons continuer. Tout d'abord, un grand merci à tous nos bénévoles qui font un travail extraordinaire. Je tiens à les remercier et je crois qu'on peut les applaudir. Muriel Jean, au service de la commune depuis 40 ans, et qui à la fin 2016 sera en retraite. Cela va changer le paysage de la mairie, et je voulais qu'elle reste 10 ans de plus, mais ça n'a pas l'air de marcher. Donc Muriel, tu auras un bouquet de fleurs tout à l'heure, on te le passera tout à l'heure. Voilà. Le point sur les travaux. Les deux points importants que l'on avait mis l'année dernière en exergue, c'était la transformation du terrain de football en schiste par un gazon synthétique dernière génération, la mise en place de la vidéoprotection sur l'ensemble de la commune, avec l'installation de 55 caméras de surveillance sur des lieux stratégiques. Pour ces deux postes, plus d'1 million d'euros ont été investis avec l'aide toutefois bien sûr des subventions accordées par la région Île-de-France, le Conseil général, le Fonds d'aide football amateur, la DTER pour les caméras, le syndicat mixte qui a pris les caméras des parkings de la gare, l'aménageur Réa pour les caméras des entrées de ville de la ZAC. Merci pour le reste, sans lesquels nous n'aurions pas pu mener à bien ces opérations. Côté sécurité routière, mise en place de 5 ralentisseurs type Dodan, ça fait beaucoup parler mais c'est bien, sur l'axe de la rue du Moutier avec un aménagement spécifique face à la pharmacie avec l'accord de la DDT. Nos projets pour 2016. La baisse constante des dotations de l'État aux collectivités se traduit pour notre commune par un manque à gagner de 301 000 € depuis 2014. Réfection de voirie rue Montaubert entre les rues de la mairie et la rue Piette, l'une des plus anciennes rues de la commune, et franchement ce n'est pas un luxe. Auparavant, il y aura des travaux d'assainissement pour cette rue, pour la mise en séparatif du réseau, qui seront exécutés sous maîtrise d'ouvrage de notre communauté de communes. Bien sûr, si cela reste possible, mais les travaux ont démarré et sont en cours. Parallèlement seront entrepris, comme chaque année, les travaux d'entretien du patrimoine bâti, administratif, scolaire, sportif, etc. Nous nous refusons, malgré la baisse de nos recettes, à toute augmentation des impôts, qui resteront cette année encore stables. Et cela depuis de nombreuses années, comme d'ailleurs beaucoup de nos collègues. Malgré cela, nous nous efforcerons de maintenir un niveau d'investissement suffisant pour nous permettre de réaliser les équipements devenus nécessaires à notre collectivité. Et donc il y a en vue un préau pour le groupe scolaire, la primaire 1, la poursuite des travaux de mise en sécurité de la voirie, et enfin le lancement d'un audit pour l'accessibilité des lieux publics et d'économie d'énergie dans nos bâtiments. Un nouveau point sur la ZAC. Les constructions à usage commercial annoncées lors de mes précédents vœux se font attendre. Les permis de construire ont été délivrés depuis déjà de nombreux mois. Intercommunalité. Ah. Dans quelques instants, je laisserai la parole à Jean-François, à M. Corneille, à M. Rigaud et à Jean-Louis Durand, président des maires des cantons, pour vous parler de la situation actuelle dans laquelle se trouvent nos 37 communes. 17 sont partis dans le 95, pour l'instant par un écrit. 20 restent à Plaine des Monts de France. Décision prise par le préfet de région, comme je vous l'avais dit l'année passée, sans aucune concertation. Bien sûr, les 37 communes, à l'unanimité, ont voté contre, sachant que la loi n'oblige aucunement ce projet. Mais l'argent est là, et le préfet de région, le Premier ministre et un député du Val d'Oise en ont décidé autrement. À quoi les choses si importantes tiennent-elles? Et voilà. Bien sûr, ce sont des hommes de terrain, à n'en pas douter, un peu de politique là-dessus, et vous avez fait le tour. Mais quelle catastrophe à venir. Beaucoup de nos politiques de Seine-et-Marne ont lutté avec nous en vain. Alors ne soyez pas étonnés si les crèches pourraient fermer, si les travaux d'assainissement
est arrêté, ainsi que ceux de l'eau. Plus de travaux, puisque ces chères têtes pensantes ne savent même pas que ces compétences, le 95 ne les a pas. Personne d'ailleurs ne sait comment régler toute cette affaire. Nous ne sommes pas contraints par cette loi qui oblige en Île-de-France à ce que les intercommunalités montent à 200 000 habitants quand leur siège social est dans le périmètre urbain de la métropole. Nous ne sommes donc pas concernés. Mais néanmoins, une manipulation de politique politicienne a fait en sorte qu'on prenne 17 communes, et celles qui sont parties mais qui ne sont pas arrivées, et qu'on espère bien ne voir jamais arriver. Une manœuvre de politique politicienne n'a pas hésité à démanteler notre communauté de communes. Communauté de communes qui a 2 ans, qui travaille, je pense, d'un avis général, efficacement, au service de la population, avec l'ensemble des délégués des 37 communes, au-delà des sensibilités des uns et des autres. Nous respectons les sensibilités, mais nous n'avons qu'un objectif, c'est celui de nos populations qui nous ont élus et qui attendent qu'on apporte les services dont ils ont besoin au quotidien. Je veux d'abord ici remercier Monsieur le maire, cher Daniel, qui, chaque année après année, et quelles que soient les circonstances, quels que soient aussi les résultats des consultations électorales, me propose de prendre la parole pour m'exprimer donc ici au titre de conseiller départemental de ce territoire, une fonction que je partage avec mon amie Marianne Margaté, ici présente. Ici et partout ailleurs, cette cérémonie, c'est le moment privilégié d'établir des constats pour l'année écoulée. Merci Daniel. Mes chers amis, je voudrais vous dire à mon tour tous mes vœux pour cette année 2016. Les amis élus qui se sont exprimés avant moi, et en particulier toi, mon cher Daniel, avaient évoqué les tragédies de cette année 2015. Alors c'est vrai que notre territoire a été particulièrement marqué du côté de Dammartin et que l'évocation, un an de ce drame, nous ramène à des réalités très très dures. Enfin, je crois de toute façon qu'il y aura un avant et un après 2015. En tout cas pour ceux qui ne voulaient pas voir. Parce que le moins que l'on puisse dire, c'est que désormais, plus personne en France ne pourra continuer de fermer les yeux sur une réalité qu'un certain nombre d'entre nous avons dénoncée depuis des années. Sur cette République que nous aimons passionnément, mais qu'il faut bien le dire, a tout de même baissé la garde. Dieu sait si j'ai pris bien du recul par rapport à l'obligation du sectarisme. Voilà, de vouloir être obligé en permanence de considérer que quand c'est de l'autre bord, c'est pas bien, et quand c'est de son bord, c'est toujours bien. Bon, mais là, mes amis, mais comment peut-on avoir pu imaginer d'imposer le fait du prince, la décision du roi, qu'on puisse déconnecter 20 communes de Seine-et-Marne pour convenance personnelle et les raccrocher à Sarcelles, sans aucune espèce de respect de l'identité communale, départementale, sans se demander un instant ce que pouvaient penser les habitants des communes concernées. Simplement parce qu'un jour, le maire de Sarcelles s'est réveillé en se disant « Mais dites donc, avec toutes les dettes que j'ai accumulées, qui sait donc qui va les payer? J'observe qu'il y a des communes dites riches, en fait bien gérées, qui seront donc là pour éponger nos dettes, et puis qui pour demain payeront ce que nous ne payerons pas. » Tout ça s'est fait avec un stylo, avec des arrêtés ministériels, raccrochés à une loi qui n'exigeait rien, comme Bernard l'a rappelé. Ça n'est pas pour rien. Si j'ai pu, en tant que député, avec mon ami Yves Barello, réunir l'unanimité des maires, toutes sensibilités politiques confondues, tout le monde pour dire c'est une folie.
Mais vous imaginez si nous on avait fait ça, ce qu'on aurait entendu? Donc, c'est un déni de réalité, c'est à mes yeux une véritable voie de fait par rapport à la réalité juridique de la situation territoriale, et enfin, c'est une insulte aux habitants. Et après, les mêmes vont pleurer des larmes de crocodile en disant « Quelle horreur! Les extrêmes montent !» Bah oui, évidemment, il y a des moments où il faut comprendre que les gens sont exaspérés. Quand on vient habiter en Seine-et-Marne, c'est pas avec le rêve passionné de se dire « Qu'est-ce que j'aimerais être accroché à Sarcelles ?» J'en rêvais la nuit. Bon, voilà ce qui ne peut plus marcher dans la République française. Le moment où il y aura une alternance politique, parce qu'il va bien falloir qu'à un moment il y ait une alternance politique, si les circonstances le permettent, mais alors vraiment, j'utiliserai toute l'énergie dont je suis capable pour qu'on revienne en arrière. Car c'est véritablement une insulte à l'identité territoriale pour laquelle nous nous battons. Et croyez-moi, je n'ai pas pour habitude de caler sur des sujets comme cela. J'y mettrai toute l'énergie dont je suis capable. Or, ce pays, il a besoin de renouer avec l'aptitude au commandement. Parce que la France est un grand pays, mais croyez-moi, pour l'avoir parcouru pour la énième fois de fond en comble durant les 18 derniers mois, pour arriver à écrire le livre que je publie, qui s'appelle « Le sursaut français », les mots ont un sens, j'ai pas aimé qu'il y ait un best-seller qui s'appelle « Le suicide français ». Je vous le dis. Parce que ce qu'on y décrit, de manière très systématique, avec talent d'ailleurs, c'est la France est foutue, il n'y a plus aucune chance, on n'arrivera plus à rien. Et moi je suis désolé, je ne peux pas accepter ça. Parce que la France a 2000 ans d'histoire, et qu'à chaque fois qu'elle a connu ce type de période de recul, il s'est trouvé des hommes et des femmes pour dire maintenant, stop, on arrête. Et maintenant, on repart au combat, et on y repart ensemble. Pas très loin d'ici, il y a 100 ans, il y a eu une bataille, la bataille de la Marne. Tout était perdu. Les Allemands étaient arrivés en 6 semaines à 50 km de Paris, à Meaux. Et il y a un moment, un général qui a dit maintenant, stop, on ne recule plus. On se fait tuer sur place s'il le faut, mais on ne recule plus. Et la France a été sauvée. Il y a des moments de sursaut français. Et je pense que l'année 2017, qu'on le veuille ou non, c'est l'année de la dernière chance si on veut enrayer le déclin. Et là, je vais vous dire, il ne faudra pas se tromper. Il faudra prendre les bonnes décisions et il faudra les prendre tout de suite. Parce que quand tout va bien, on peut se permettre de convoquer les comités Théodule, les grandes commissions qui passent des mois et des mois à décider de rien. Mais quand la France est en danger, c'est plus les comités Théodule qui doivent décider, c'est ceux qui sont élus pour le faire. Et ils ne doivent pas le faire en l'étalant sur 5 ou 10 ans, angoissés à l'idée d'avoir un mauvais sondage ou une mauvaise émission de télé. Moi, je suis très à l'aise parce que pendant un certain temps, j'ai eu des très mauvais sondages et des très mauvaises émissions de télé. Donc, objectivement, je fais partie des gens qui n'ont pas des tonnes de choses à perdre. Sauf une chose, l'honneur. Et l'honneur des hommes politiques, c'est d'assumer les décisions. C'est de les prendre, c'est de s'y engager et c'est d'avoir des résultats. Je passe mon temps, depuis 18 mois, à entendre des gens, et on est tous pareils, qui nous disent « on ne vous croit plus ». Vous ne faites jamais ce pourquoi vous êtes élu. Ah, pas localement, Quand on est maire, on ne peut pas se permettre ça, Moi, un mot. Si un monsieur vient me voir, ou une dame, en disant « Monsieur, là, j'ai 3 voyous en bas de la tour Auvergne, celle que je viens de démolir, avant, vous allez me régler le problème, Il vient une fois, il vient 2 fois, il vient 3 fois. Si la 3e fois, je n'ai pas réglé le problème, il ne viendra pas une 4e fois. Mais il ne voudra plus de moi à la prochaine élection. Et il aura raison. Parce qu'il y a une obligation de résultat. Au niveau national, il n'y a pas d'obligation de rien, tout ça se dilue, c'est jamais de la faute de personne. Mais moi, je me souviens de périodes dans l'histoire de France où le pays était commandé, où il y avait à sa tête un homme ou une femme, ça peut être de la même manière, désigné, avec une feuille de route et qu'il appliquait. Quand le général de Gaulle, que tu as cité tout à l'heure, est arrivé au pouvoir en 1958, la France était dans une situation, pas oublier, qui était tout aussi dramatique que celle qu'on connaît aujourd'hui, pour d'autres raisons. Des centaines de milliers de jeunes sous les drapeaux à cause de ce qu'on appelait à l'époque les événements d'Algérie, un niveau de déficit budgétaire et d'endettement inouï,
et des gouvernements qui ne tenaient pas plus de 3 mois. Donc pour prendre des décisions avec une atmosphère qui n'avait pas beaucoup envié ce qu'on vit aujourd'hui. On se tirait à balles réelles dans les rues de Paris à l'époque. Hein. Bon, mais oui. Arrive le général de Gaulle, il n'arrive pas juste avec son uniforme. J'arrive, je vais sauver le pays, pas du tout. Il arrive avec un programme. Et par ordonnance, en 3 mois, il prend les 20 décisions qui débloquent le pays et il remet le pays sur les rails. Donc qu'on ne vienne pas me dire que la France n'est pas capable de porter un programme pour remettre les choses en place, mais à condition de savoir ce qu'on veut faire. Or, qu'est-ce qu'il a besoin, ce pays? Il a besoin de liberté économique, et il a besoin d'ordre. Voilà, je pèse mes mots. Liberté et ordre. Liberté, parce que ce pays étouffe, enfin on le sait tous, la moindre personne qui veut prendre une initiative est écrasée de charges, à des contrôles d'URSSAF, des contrôles fiscaux, de l'inspection du travail, dans tous les sens. C'est à celui qui n'a pas encore été contrôlé. Il ne faut pas s'étonner qu'il se sente pointé du doigt, qu'il en ait marre. Donc liberté économique, ça veut dire on simplifie le code du travail. Ça veut dire que, par exemple, on prévoit que dans les entreprises, pour s'organiser, ce soit le référendum d'entreprise, plutôt que de décider en petit comité, et que quand les décisions sont prises, on les mette en œuvre. Parce que sinon, les autres pays qui n'ont pas ce genre de contraintes, ils vont aller très très vite pour se réglementer.